Amis de Sirop, bonjour. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, il m'arrive parfois sur ma chaîne de faire des vidéos qui sortent un petit peu du cadre habituel et que je mets généralement dans ma playlist qui s'appelle Pistes de réflexion. L'idée de ces vidéos, c'est sur divers sujets justement, de échanger certains points de vue que je peux avoir, idées et ainsi de suite. Sachant que mon but, bien sûr, n'est pas de vous dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire ou pas faire, ou c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est simplement, justement, comme son nom l'indique, de vous donner des pistes de réflexion sur certains sujets qui vous permettent, justement, après, de faire votre propre cheminement intellectuel. Je fais des vidéos dans cette série, comme ça, on va dire un petit peu comme ça me prend, mais généralement, j'en fais une au début de mes vacances, et comme là, je suis au début de mes vacances, je vais respecter cette tradition. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un sujet sur lequel on m'interroge finalement relativement souvent, à savoir mon avis sur toutes ces vidéos que l'on voit, les vidéos qui montrent des fois des choses un petit peu extraordinaires, par exemple souvent des systèmes qui vont produire plus d'énergie qu'ils en consomment, des vidéos sur le Linky, sur la façon de traiter ou neutraliser ou détecter les ondes plus ou moins néfastes qui nous entourent, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vraiment traiter d'un de ces sujets en particulier. Mon but là, ça va être un petit peu de catégoriser ces vidéos, parce que vous allez voir que, de mon point de vue, on peut les ranger dans 4 familles distinctes. Et à la fin, je vous donnerai aussi quelques pistes pour essayer de trier un petit peu le bon grain de livret et de voir un petit peu, des fois, comment se faire une opinion sur ce genre de vidéos. Alors voyons un petit peu ces 4 catégories. Alors la première catégorie que l'on va voir, c'est celle que j'appelle putaclic. Alors les putaclic, c'est des vidéos qui vous montrent des choses un petit peu extraordinaires. Les exemples, vous en avez tous vu, c'est les gars qui vont coller des aimants sur un ventilo de PC et qui va se mettre à tourner de façon plus ou moins magique et en même temps alimenter une lampe. Ça va être les moteurs qui entraînent eux-mêmes un générateur qui ralimente non seulement le même moteur, mais en même temps va aussi faire le café et allumer des lampes. Et voilà, et tout ça en circuit fermé, et ça s'appelle Free Energy, des trucs comme ça. Enfin voilà. Vous voyez tout à fait le genre de vidéo. L'idée de ces vidéos, bien sûr, pour les auteurs, c'est pas du tout de vous montrer des trucs qui marchent ou qui marchent pas. Je veux dire, à la limite, ils s'en foutent complètement. L'idée, c'est de faire des vues. Alors pourquoi ils veulent faire des vues? Parce que les algorithmes de tous les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, TikTok, Facebook et j'en passe, c'est de capter l'attention des gens de façon à placer un maximum de pubs. Faut pas oublier que toutes ces sociétés-là, c'est des sociétés, je veux dire, à but lucratif. Elles ne sont pas là pour le plaisir. Et donc, pour avoir une audience, elles vont faire tout pour favoriser les contenus qui, justement, attirent de l'audience. Et donc, les algorithmes de toutes ces plateformes se foutent complètement de la véracité de ce qui est présenté, ce qu'ils veulent, c'est faire de la vue. Voilà. Et le but d'une putaclic, c'est de faire de la vue. Pourquoi? Parce que derrière, généralement, les vidéos sont rémunérées et l'auteur va toucher une somme d'argent qui va être proportionnelle au nombre de vues qu'il va faire. C'est ça l'idée. Et malheureusement, ces réseaux sociaux ne font aucun filtrage sur la véracité du contenu. Il y a un filtrage, on va dire, sur la bien-pensance woke et tout ça. Voilà, il ne faut pas montrer de violence, il ne faut pas montrer de fesses, rien, tout ça. Là-dessus, il y a relativement un contrôle, mais c'est tout. Le fait que l'on monte un principe scientifique complètement faux, erroné et tout, là-dessus, il n'y a absolument aucun contrôle. Et les vidéos qui seront promotionnées sont celles donc, qui font le plus de vues. C'est un effet boule de neige. En fait, plus on les regarde, plus elles sont populaires, et plus elles sont populaires, plus elles vous seront proposées. Si vous cherchez sur YouTube un truc genre générer de l'énergie, il y a des grandes chances que les premières vidéos que vous aurez, ce sera justement des vidéos putaclic qui vous montreront comment générer de l'énergie à partir de rien, ce qui est généralement une grosse connerie, mais c'est pas grave. Je veux dire, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire de la vue. Et donc, bien sûr, ces vidéos, généralement, sont complètement bidonnées. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il y a un trucage qui est des fois plus ou moins grossier, des fois on le voit tout de suite, des fois c'est très très bien fait, mais on ne va pas retrouver ça en plus que dans le domaine technique, on va retrouver ça sur des vidéos de fantômes, d'ovnis, de n'importe quel sujet qui a priori peut générer comme ça de la vue, ça va générer des putaclics. Alors comment on peut lutter contre ça? En fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de ne pas les répéter en fait. Parce qu'il faut bien voir que les gens qui font des putaclics, ils gagnent sur tous les tableaux. C'est-à-dire que je fais une vidéo bidon comme ça qui montre comment je peux faire de l'énergie de 3 kW avec une pile de 1,5 volts. Cette vidéo-là, il va y avoir en gros 2 sortes de publics. Il y a des gens qui, par manque de connaissances techniques, vont y croire et qui vont la liker, qui vont la propager en disant « Oh, regarde, il y a un mec super, il a trouvé un truc pour faire plein d'énergie avec une pile. » Et il y a tous ceux qui ne vont pas le croire, qui savent très bien que c'est bidon.
Mais à la limite, souvent les deux vont propager la vidéo. Les uns en disant oh regarde c'est super, les autres en disant oh regardez il y a encore un guignol là qui dit n'importe quoi. Et pour l'auteur de la vidéo, lui il s'en fout, c'est pain béni, que vous y croyez ou pas, il s'en tape. Ce qu'il veut c'est de la vue. Le seul moyen de lutter un petit peu contre ces gens-là, c'est justement de ne pas propager leurs vidéos. C'est pour ça que sur le groupe Facebook Syrup.org, par exemple, quand je vois des putaclics, je les supprime généralement, parce que voilà, ça sert à rien de les propager. Alors, avant d'en finir avec cette catégorie-là, il y a une catégorie un peu bizarre, enfin, que j'appelle un peu les anti-putaclics. C'est des gens qui font des putaclics, mais je veux dire, quelque part pour les dénoncer. C'est-à-dire, le gars, il va faire une vidéo avec le titre très putaclic, énergie gratuite à 100%, et qui va, dans sa vidéo, montrer par exemple un truc truqué, mais à la fin dire ah, regardez comment on vous bidonne, c'est truqué et tout. Donc l'idée, quelque part, c'est de dénoncer ces trucs-là. Donc, ce qui paraît comme ça une démarche intéressante, mais enfin, des fois, l'idée aussi, c'est aussi de faire de la putaclic. On va dire c'est de la putaclic en se donnant bonne conscience. Donc là-dessus, mon opinion est un petit peu partagée. Et oui, quelque part, c'est bien d'essayer de le dénoncer, mais d'un autre côté, des fois, c'est aussi, je vais dire, en profiter quelque part. Enfin bon. Après, voilà, c'est toujours pareil, hein, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Enfin voilà, donc ça c'est putaclic, comme ça à vue de nez, pour moi ça représente peut-être à peu près 40% de ce genre de vidéos. La seconde catégorie par contre représente un nombre de vidéos beaucoup plus faible, comme ça je l'évalue à peu près 10%. C'est, on va dire, ce que j'appelle les vidéos de bonne foi. C'est des gens qui vont montrer un phénomène, quelque chose, avec une explication, mais qui sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucage. Par exemple, je vais vous donner un exemple que j'ai vu il y a quelques années, d'un gars qui avait fait un montage électronique, il dit, regardez, en entrée, j'ai 10 volts 1 ampère, donc 10 watts, et en sortie, j'ai 20 volts 1 ampère, donc 20 watts. Donc je suis génial, j'ai trouvé un truc qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. Et le gars, il n'y avait pas de trucage. En fait, ce qu'il faisait simplement, c'est une erreur de mesure. C'est-à-dire que si on regarde bien, en sortie de son montage, il y avait un système qui faisait des pics de tension mais très courts, et son système de mesure prenait ses valeurs max de ses pics. C'est-à-dire que, à mesure il y avait des pics comme ça à plus de 20 volts, voilà, il affichait 20 volts, et sur une charge, mais alors qu'en fait, la tension moyenne était bien plus basse que ça. C'est-à-dire que si derrière il avait mis ce qu'on appelle un voltmètre RMS, un Rotman Square, il aurait tout de suite vu son erreur. Et voilà, donc là l'idée c'est typiquement une mauvaise mesure qui donc entraîne une mauvaise interprétation. Et on retrouve souvent des cas comme ça aussi, des gens qui, parce que se trompent, ils interprètent mal, ou des fois ils n'ont pas forcément toutes les connaissances, voilà, ils expliquent des choses, montrent des choses, alors que finalement c'est faux, mais ils sont de bonne foi. Et d'ailleurs, très souvent, ces gens-là, si on leur dit gentiment ou on leur demande des précisions, ils reconnaissent volontiers leurs erreurs. Et bien sûr, en leur disant gentiment. Je rappelle que pour qu'une critique soit efficace, il faut qu'elle soit bienveillante. Si on commence la critique par « tu dis que des conneries », généralement, le gars il va pas trop avoir envie de vous écouter. Si par contre on dit « tiens, c'est bizarre, as-tu mesuré comme ci, comme ça » et tout, et voilà, c'est pour moi la démarche qu'il faut avoir. Ensuite, la troisième catégorie, alors c'est pour moi la pire de toutes, c'est ce que j'appelle les « I want to believe ». Alors, je rappelle que « I want to believe », pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire « je veux croire ». Je les appelle comme ça parce que cette phrase, on la retrouve en fait dans la série X-Files. Voilà, pour ceux qui connaissent, dans le bureau de Fox Mulder, il y a une belle affiche d'une soucoupe volante marquée en dessous, voilà, « I want to believe ». C'est en fait « je veux croire ». Alors, c'est quoi le principe de ces vidéos? Le principe, c'est que c'est des gens qui vont vous présenter des choses, mais je veux dire avec une vision qui est biaisée, qui est à charge. Pour bien comprendre, en fait, pour ça, moi j'utilise souvent une analogie, qui est l'analogie en fait d'un juge et de témoin. Imaginez que vous êtes juge de quelque chose, donc vous avez une affaire à juger, dont vous connaissez a priori rien. Donc vous avez à la juger, vous allez essayer d'avoir le maximum d'informations sur cette affaire, de façon à la juger correctement. Mais il vous faut des informations qui soient impartiales. Si vous avez un témoin qui vient, qui lui est impartial, il vous dira ce qu'il a vu, point barre, et ça vous permettra éventuellement de forger une opinion. Mais vous pouvez très bien avoir un témoin à charge. Un témoin qui, par exemple, va insister sur certains points, et de façon, finalement, à donner déjà un poids à son raisonnement. Je vous donne un exemple très simple. Il y a un premier témoin qui dit « Ouais, ce gars-là, je l'ai vu sortir un matin avec un couteau à la main, probablement dans le but de commettre son crime. » Donc là, vous écoutez sans entendu, je vais dire « Oh ouais, le mec, il sort avec un couteau. » Mais imaginez un témoin impartial qui dit « Ce gars-là, je l'ai vu sortir comme tous les matins avec un couteau à la main parce qu'il va couper ses salades. » C'est plus du tout la même histoire. C'est-à-dire que dans un cas, on pourrait croire que le gars, il sort avec un couteau, il a une mauvaise intention, alors que dans la réalité, le témoin impartial lui dit ce qu'il a vu, mais il dit, voilà, ce gars-là, il sort tous les matins un couteau pour couper ses salades.
Voilà, c'est un exemple. On comprend bien que d'être à charge ou à décharge, ça peut complètement changer le point de vue. Et c'est le principe de ces vidéos I Want to Believe. C'est des gens qui vont présenter les choses sous un aspect biaisé, en insistant sur tout ce qui va dans leur sens, et en omettant ou avec des fois une mauvaise foi criante, tout ce qui ne va pas dans leur sens. Et on peut bien sûr se poser la question de c'est quoi la motivation des gens qui font ça. Alors, déjà, il y en a une qui est assez importante, et qui fait aussi que des fois les gens ont envie d'y croire, c'est la satisfaction d'appartenir à un groupe d'élus. C'est-à-dire, voilà, entre le fait de se dire, moi, voilà, je crois au système standard, comme tout le monde, que la Terre est ronde, voilà. Et à un moment donné, on se dit, ah, moi je fais partie d'un petit groupe d'élus, un petit peu au-dessus de la moyenne, où je sais très bien qu'on nous cache des trucs et qu'en fait, la Terre est plate, ou je sais pas quel autre truc. Quelque part, c'est très flatteur pour l'ego. Surtout que maintenant, si on regarde les très nombreuses productions hollywoodiennes, les séries Netflix ou tout ça, où justement on met en avant comme ça des gens qui font partie d'un petit groupe d'élus, qui ont des pouvoirs, qui ont des trucs et tout, c'est très tentant, je veux dire, par rapport à se dire, bon, moi je suis le mec lambda, ah non, je fais partie de cette petite élite. Ça donne très vite, quelque part, justement, l'envie de croire et de rejoindre finalement cette communauté. Et là, on peut très vite tomber dans ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on va commencer à filtrer soi-même les informations pour essayer de renforcer tout ce qui va dans le sens de ce qu'on a envie de croire, alors que tout ce qui va dans l'autre sens, on va essayer de le rejeter. Après, il y a aussi, voilà, des gens, c'est un petit peu un côté rebelle, c'est un peu le rejet du système. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc je me sens pas très bien dans le monde actuel, j'en veux au gouvernement, j'en veux à la vie en général, parce que je me sens agressé, je me sens pas bien. Et donc des gens qui, quelque part, vont se mettre en opposition avec ce système qui me blesse, qui me plaît pas, bah, je vais avoir tendance aussi à vouloir les rejoindre. Après, il y a aussi le fait que ça apporte des réponses. On se pose tous des questions sur plein de trucs, et voilà, des gens qui apportent des réponses, qui ont l'air comme ça crédibles, bah, on se dit, ah bah voilà, les êtres humains, ils n'aiment pas tellement avoir de l'incertitude, on aime bien comprendre. Donc là, bah voilà, il y a un gars qui vient avec une explication qui a l'air bonne, j'ai tendance à vouloir la prendre. Il y a aussi un autre aspect qui est très fort, hein, c'est ce qu'on appelle un peu les légendes urbaines, c'est-à-dire des croyances qui des fois viennent du fond des âges et sur lesquelles les gens voilà, se reposent et qui leur donnent de la sécurité quelque part. Je vais prendre un exemple tout bête, par exemple, ma femme a toujours été persuadée, est toujours persuadée qu'il y a un rapport entre les naissances et les phases de la Lune. Voilà, elle a élevé des moutons pendant des années, et pendant des années, elle me disait, ah là, avec la Lune, il va y avoir plus de naissances et tout. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait des relevés entre les naissances et les phases de la Lune, j'ai trouvé aucune corrélation. Et d'ailleurs, sur cette croyance, d'ailleurs je mettrai, vous verrez, un lien sur une étude dans le commentaire de la vidéo, il y a eu des tas d'études qui ont été faites sur des millions de cas, et en fait non, il n'y a aucune corrélation entre les phases de la Lune et la fréquence de naissance. Pourtant c'est une croyance qui est très très populaire et qu'on retrouve des fois dans des vidéos et tout. Et même face à ces études, les gens, ils veulent pas lâcher l'affaire. Ma femme, on est toujours persuadé. J'ai eu beau lui prouver, lui montrer les études. Elle me dit non, 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 ces gens-là, c'est des scientifiques, mais ils connaissent pas la vraie vie, mais moi je sais que j'ai raison. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est pareil, ça donne des certitudes. D'ailleurs, une autre raison aussi, comme ça, de ce I Want to Believe, c'est quelque part un sentiment de protection. Par exemple, si on regarde les gens qui se disent électrosensibles, encore une fois, moi je dis pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, mais il y a des gens qui vont expliquer leur mal-être avec les ondes. Si je ne me sens pas bien, c'est à cause du Wi-Fi. Et connaître finalement la cause réelle ou supposée de son malheur, bah, ça donne quelque chose, ça donne quelque chose de tangible. Voilà, maintenant, je me sens pas bien, mais je sais pourquoi, c'est à cause des ondes du Wi-Fi. Et à ce moment-là, c'est bien plus facile que de se dire je me sens pas bien, mais finalement je sais pas trop pourquoi. Voilà, le fait de se donner un ennemi. Et on retrouve ça énormément justement dans tous les gens qui se sentent comme ça agressés et qui vont aller dans des groupes qui vont essayer d'alimenter en fait ces croissances qui sont, c'est pas réellement de la paranoïa, on va dire, c'est l'effet nocebo, comme on appelle ça. C'est des gens finalement qui vont, voilà, vous trouver une cause à leur malheur, une cause qui est pour eux explicable, et ça c'est bien plus rassurant pour eux que de ne pas savoir en fait. Finalement, c'est ce truc qu'on dit souvent, hein, la majorité des gens préfèrent le mensonge qui rassure à la vérité qui dérange. Et donc ça explique ça, parce que en effet, si les gens subitement comme ça n'avaient plus d'explication, bah, c'est de la protection quelque part, ils se sentiraient en danger, je dirais. Je me sens toujours pas bien, mais je ne sais même pas pourquoi. Et donc c'est bien pire finalement, je me sens bien plus mal, plutôt que de savoir qu'est-ce qui potentiellement est la cause de mon malheur. Et donc voilà, toujours avec ce biais de confirmation, quelque chose de très très fort hein, chez les êtres humains,
bah, on va avoir tendance à chercher et à regarder et à renforcer finalement tout ce qui va dans le sens et éventuellement à la partager. Et voilà, et c'est ça qui fait un petit peu boule de neige. Alors, dans ces genres de vidéos, il y a aussi ce qu'on appelle le prosélytisme. C'est des gens qui vont tout faire pour essayer de partager leurs croyances parce que bah, quelque part ça les gêne d'avoir des gens qui ne croient pas comme eux, ça les remet en cause. Donc ils vont avoir tendance à vouloir partager leurs croyances en disant bah, si tout le monde croit comme moi, ça me renforce moi dans ma croyance à moi et je suis sûr comme ça que j'ai raison. Donc il y a beaucoup aussi de ces vidéos-là qui servent justement à propager la parole bonne ou mauvaise autour de ça. Alors justement, quelles sont les méthodes qu'on retrouve dans ces vidéos? Bah, déjà, il y a des gens qui vont utiliser des dogmes. Les dogmes, moi je rappelle, c'est de dire, bah, il y a des choses, voilà, c'est comme ça s'explique pas, c'est par la volonté divine, voilà, c'est comme un axiome, c'est quelque chose qui se démontre pas. On dit que c'est comme ça. Et des fois, le fait de le dire avec force, et surtout vers des oreilles qui n'ont qu'une envie, c'est de le croire, eh ben, ça peut suffire. Après, il y a très souvent aussi ce qu'on appelle des arguments d'autorité. C'est-à-dire que c'est des gens qui, forts de leur connaissance, de leur notoriété, vrai ou pas vrai, des fois, voilà, c'est parce que c'est des scientifiques qui ont des diplômes, vrai ou supposé, voilà, ils vont dire, bah, moi j'ai la connaissance, je vous dis que c'est bleu, donc c'est forcément bleu. Et pareil, sans le démontrer d'aucune façon. L'argument d'autorité, c'est voilà, dire, sous prétexte que je veux dire, j'ai une notoriété et que je suis censé avoir la connaissance, bah, vous êtes censé croire tout ce que je dis. Après, il y a aussi justement aussi des références comme ça vers des experts qui des fois le sont, je veux dire, à l'insu de leur plein gré. Hein. C'est arrivé assez souvent qu'il y a des scientifiques comme ça qui se voient cités dans des vidéos en disant tiens, le scientifique machin a dit ça, et qui, quand ils l'apprennent, souvent tombent des nues et disent bah non, on a déformé mes propos, j'ai jamais dit ça. Et il y a aussi des fois des experts qui sont, je veux dire, plus ou moins experts et plus ou moins autoproclamés. On voit souvent dans certains domaines des gens, voilà, on voit, ça a été dit par le docteur machin de l'Académie des sciences de Budapest qui a tel diplôme, tel machin. Et des fois, en cherchant un peu, on s'aperçoit que le gars, il n'existe pas, ou finalement, il n'a pas tout ce qu'il dit. Et ça, c'est aussi quelque chose que dans ces trucs-là, on retrouve énormément, c'est ce que j'appelle les références circulaires. Alors ça, c'est quelque chose qui est très utilisé dans ce domaine des I want to believe. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi l'idée et ça dépasse même le cadre des vidéos. On trouve ça, par exemple, dans plein de domaines, dans l'ufologie, dans les sciences occultes, et ainsi de suite, depuis longtemps. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un gars qui sort un truc. Il dit, voilà, j'ai vu ci, et qui va affirmer des choses qui sont plus ou moins vraies, des fois complètement même inventées, parce que, bah, d'un côté, le gars, il veut vendre du papier, il veut vendre son bouquin, il veut frimer et tout. Enfin voilà, que ça soit vrai ou pas vrai, le gars va citer un certain nombre de choses. Et donc ça, on va dire, c'est le gars A. Derrière, il y a B qui a envie de propager les mêmes idées, donc lui, il va rajouter ses trucs, et souvent, pour se justifier, il va citer A. Donc il va dire, bah regardez, je suis pas tout seul à le dire, il y a A qui le décide. Là-dessus, il y a C qui arrive, qui va dire, ah bah ouais, mais regardez, moi je dis ça, mais on est plusieurs à le penser, il y a A et B qui le fait. Et en fait, on s'aperçoit très vite que se fait une sorte de petit groupe de pseudo-experts, pseudo-connaisseurs du sujet, qui justement sont hyper à charge, c'est-à-dire qui généralement n'acceptent pas tellement les critiques et vont aller toujours se renforcer, et ils vont s'auto-renforcer comme ça. Et j'ai souvent vu des bouquins, par exemple, sur certains domaines, où bah, voilà, les gens se citent tous, mais en fait, si on regarde, il y a D qui cite C, qui cite B, qui cite A, qui cite à nouveau D, quoi. Et ça tourne en rond comme ça. Donc là, il faut un petit peu se méfier de ça. Enfin voilà, ça c'est les I want to believe. Alors, à l'autre extrémité des I want to believe, pareil, il y a les anti-want to believe, qui sont un petit peu les zénétiques, les machins comme ça. Mais souvent, c'est ça qui me gêne un peu, c'est que même si leur but est de dénoncer ça, ils utilisent un peu les mêmes méthodes. Et ils ont des fois des méthodes qui sont un petit peu bizarres. En particulier, par exemple, ce que j'appelle un peu le dénigrement par simulation. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre ça. Il y a un gars qui est de bonne foi, il est couché dans son lit, il entend la foudre, il voit des éclairs dehors. Et donc, le lendemain, il dit, bah, il y avait de l'orage chez moi. Il est de bonne foi, le mec. Maintenant, moi, le lendemain d'après, j'arrive, et avec des flashs, des enregistrements et tout, pof, je simule le bruit du tonnerre, et ça. Et le même mec, derrière, va dire, bah, la nuit dernière, il y a encore eu de l'orage. Et le gars, il est de bonne foi, il a vu des éclairs, il a entendu du tonnerre. Et là, j'arrive en disant, ah ouais, regarde, t'es un gros menteur, t'as tout inventé. La preuve, en fait, c'était pas du tout un vrai orage, je l'avais simulé.
Et généralement, c'est sous-entendu, bah, tu mens toujours, en fait, tu racontes que tu vois des orages, alors qu'en fait, soit tu te fais berner, soit tu interprètes mal, soit, voire même, tu es plus ou moins malhonnête parce que tu es au courant que c'est un trucage. Et ça me gêne beaucoup de voir ça. Parce que ce que prouve cette expérience, ça prouve pas que l'éclair et les orages n'existent pas. Ça prouve qu'il est possible de le simuler. Et très souvent, on voit comme ça des gens qui dénoncent des faits en disant, regardez, en fait, il y a un trucage, donc ils montrent le trucage et ils en déduisent que c'est toujours truqué. Non, la seule chose que ça peut déduire, c'est qu'il est possible de le truquer. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. Et je dirais même souvent, les anti-want to believe, bah, eux-mêmes, ils ont ce biais de confirmation, ils sont à fond dans l'autre sens. J'ai assisté une fois à une réunion qui était les pour ou contre les éoliennes. Et donc, il y avait vraiment deux camps très clivés. Il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre. Et très vite, les gars, ils s'écoutaient pas. De toute façon, c'était pas un dialogue, c'était une sorte de conflit. C'est des gars qui assénaient toutes les contre-éoliennes, ils sortaient des tas de trucs. Et très vite, même souvent, ils allaient des fois inventer ce qui leur manquait de façon à se renforcer. Mais en face, les pro-éoliennes étaient pareils. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, bah, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, et d'échanger, et surtout d'être à l'écoute des autres en disant, bah, peut-être cet argument-là c'est vrai, peut-être que tout n'est pas si mauvais et tout n'est pas si bon. Non, là, je veux dire, on était vraiment dans un clivage, mais on s'apercevait que finalement, que ce soit les témoins à charge, quelque part, ou à décharge, bah, les deux très vite tombaient dans les mêmes travers de voir que à travers leur prisme, et ainsi de suite. Donc voilà, ça, on va dire, c'est tout ce que j'appelle ces vidéos I want to believe, et qui font beaucoup de mal, à mon sens, parce que, je veux dire, elles propagent des croyances et elles vont un petit peu contre l'évolution. On aurait pu croire qu'avec Internet, et avec aussi, à partir du 19e siècle, le niveau d'éducation des masses en général, bah, je veux dire, on allait aller de plus en plus vers des gens qui, je veux dire, justement, n'étaient pas prêts à croire n'importe quoi et garder finalement une certaine objectivité. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout, qu'avec les réseaux sociaux surtout, ça a énormément amplifié ce phénomène, et que voilà, il y a des tas de gens maintenant qui croient tout et n'importe quoi. Et je trouve que c'est vraiment dommage en fait que ces vidéos-là, bah, justement, propagent ça. Et souvent derrière, ça pousse les gens même dans la mesure où ça les force à la fin à défendre leurs croyances. Bah souvent, voilà, on voit d'ailleurs que dans les commentaires de ces vidéos, ça part toujours en couille. Sur le groupe Facebook, quand ça parle de Linky, de l'audiophilie, ces machins-là, très vite, le ton monte et on arrive très vite au fameux point Godwin où on traite l'autre de nazi. Voilà, et à la fin, ça se termine en insulte et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment des vidéos que je trouve dommage de ça. Et à la fin, la quatrième catégorie, bah, c'est ceux qui sont les bons témoins en fait. C'est des gens qui vont présenter des phénomènes, mais je veux dire, ni à charge ni à décharge. Ils vont dire, voilà, moi j'ai vu ça, j'ai fait tel montage, j'ai constaté ça. Et bah, voilà, ils sont réellement impartiaux, ils vont expliquer ce qu'ils ont vu, ou dire carrément qu'ils n'ont pas d'explication. Mais ouvrir le débat, c'est-à-dire c'est des gens qui vont être ouverts, ils vont dire, bah voilà, moi j'ai constaté ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Et ça, c'est pour moi la très bonne approche. C'est comme ça que devrait être toujours l'approche scientifique des gens qui observent, par exemple, des phénomènes. Et derrière, bah, c'est le phénomène, je veux dire, normal de la science, d'essayer de trouver des théories, de reproduire par l'expérience et d'essayer d'affirmer ou d'affirmer ces théories, mais pas dans un sens nuisible, avec un esprit ouvert, en disant, bah ouais, tiens, faisant cette expérience, ça prouve que ce phénomène n'est pas toujours vrai, ou ainsi de suite. Et ça, c'est très bien. Pour moi, ces vidéos-là sont vraiment intéressantes et enrichissantes, sachant que bah, des fois, il n'y a pas d'explication. On ne sait pas tout, et il faut accepter des fois qu'il y a des choses que pour l'instant, on n'explique pas. Et justement, c'est ça qui, quelque part, va ouvrir les chakras et donner justement, éventuellement, bah, envie d'en savoir plus, mais dans une démarche comme ça constructive. Mais malheureusement, ces vidéos-là, pareil, c'est malheureusement pas les plus nombreuses, c'est sûr. Enfin donc voilà, là je vous ai un petit peu exposé ces 4 familles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour essayer bah, justement de garder une bonne objectivité par rapport à ça? Moi personnellement, ma façon d'approcher le truc, c'est quelque chose qui s'appelle le bayésianisme, qui en gros consiste à avoir une sorte de doute perpétuel surtout, et en marchant en fait par probabilité. Très rapidement, c'est quoi le principe? Je vais vous le donner d'une façon très rapide et réduite, mais je mettrai en lien une super vidéo d'une chaîne qui s'appelle Hygiène Mentale,
qui explique de façon bien plus détaillée ce que c'est que cette approche. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, voilà, je doute un petit peu de tout, et je raisonne par, je veux dire, une sorte de pourcentage de fiabilité, pourcentage qui peut évoluer à tout moment, et qui, a priori, sera jamais complètement zéro, et sera jamais complètement 100%. Par exemple, tel phénomène, moi, j'y crois à 10%. Voilà. Mais c'est aujourd'hui, avec les informations que j'ai, j'y crois à 10%. Demain, ce sera peut-être 20%. Voilà, ça peut changer. Et l'idée aussi, c'est de jamais être sûr à 0 et à 100%. Alors, ça peut être très proche. Par exemple, ma croyance que la Terre est plate, elle est très 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 faible. Hein. Elle est de 0,00000. Mais elle n'est pas complètement zéro. Peut-être que finalement, j'ai loupé des trucs, je ne connais pas tout. Voilà. Et je n'ai pas d'a priori entre le fait de me dire, bah, peut-être que je me suis trompé sur ce coup-là. Pour l'instant, par contre, voilà, ma croyance de ça, elle est très très faible. Ou dans d'autres trucs, il y a des choses sur lesquelles j'ai quand même un pourcentage plus ou moins fort. Mais voilà, c'est un petit peu ça l'idée, ce qui permet en fait, bah, pour moi, de garder un esprit ouvert et surtout de dire que ce pourcentage-là, il peut évoluer à tout moment. D'ailleurs, il y a des tas de trucs, moi, dans ma vie, sur lesquels j'ai changé d'avis au cours du temps. Après, une fois qu'on a un petit peu ce doute systématique, il y a un autre filtre qui est quand même évident, c'est ce qu'on appelle simplement le bon sens. Des fois, il suffit de reprendre un petit peu de recul et de s'apercevoir qu'il y a des trucs qui ne tiennent pas debout. Par exemple, il y a des théories du complot. Si on regarde un petit peu, pour que ça soit vrai, il faudrait qu'il y ait des millions de personnes qui soient complices de ce truc-là. Les chances que ça arrive sont quand même hyper faibles. Si par exemple les mecs qui disent que la Terre est plate, bon déjà quand on observe toutes les autres planètes qu'on peut voir, la Lune et tout, bah déjà elle n'est pas plate, a priori elle est ronde. On a des satellites, des gens qui déjà montent en avion, ils voient la courbure de la Terre, et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est qu'avec simplement du bon sens, c'est quand même très difficile de donner une véracité à cette théorie. Et en plus du bon sens, il y a une autre approche qu'on appelle celle du rasoir d'Occam. Alors le rasoir d'Occam, c'est quoi? Je veux dire, de façon populaire, on va dire, comme dit des fois un de mes collègues, on va pas se tordre du cul pour chier droit. En gros, la solution qui est a priori la plus simple a des chances d'être la même. L'idée, c'est de se dire, si j'ai 3 explications possibles d'un phénomène, bah, je vais comme privilégier celle qui paraît la plus simple, plutôt que d'aller chercher des trucs tordus. Voilà. Si j'ai une explication avec une équation, je veux dire, avec 3 termes, il y a quand même des chances que ce soit plus vrai que d'aller chercher un système avec un espace à 25 dimensions et ainsi de suite, quoi. Et ça, souvent, ça aide justement à faire ça. Après, il y a aussi un truc, c'est d'essayer d'être honnête avec soi-même, de faire l'auto-analyse. Pas de tomber justement dans le biais de confirmation, qui est quelque chose de très fort, et dans l'auto-analyse. C'est-à-dire que je regarde une vidéo, je vois un truc, j'ai envie d'y croire. Pour des raisons objectives. Mais je me dis, tiens, j'ai envie d'y croire. Ah, ça a l'air sympa. Ah, voilà, ça me parle. Je me projette un petit peu là-dedans. Et donc, il faut faire justement très attention à ça. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu le côté obscur de la force qui attire. On se dit, ah, j'ai envie d'y croire. Mais pour lutter contre ça, justement, il faut prendre un petit peu de recul. Et des fois, il faut se poser la question. C'est-à-dire, mais pourquoi tu as envie d'y croire? Tu as envie d'y croire parce que ça te fait plaisir? Ou tu as envie d'y croire parce qu'il y a vraiment des trucs objectifs? Et moi, quand je sens justement cette attirance ou cette désattirance, c'est dans les deux sens, bah, c'est justement, je commence à me méfier de moi-même et je me dis, oula, voilà, essaye de trouver des raisons objectives de croire ou pas croire, et surtout, voilà, il ne faut pas s'auto-censurer, et il faut surtout aller chercher justement des renseignements, mais pas que dans le sens que l'on veut, aussi dans l'autre sens. Je vois une vidéo qui affirme un truc A, bah, dans les recherches que je vais faire, sur Google par exemple, je vais chercher non seulement les vidéos qui éventuellement vont dans le sens de A, mais je vais surtout chercher les vidéos de gens qui vont à l'inverse de A. De façon à regarder leurs arguments et tout, et d'avoir le plus de données objectives pour que mon pourcentage de croyance en ce phénomène soit le plus objectif possible. Ensuite, il y a une autre chose qu'il faut bien sûr savoir, c'est faire rentrer dans cette équation son niveau d'ignorance, en gros. On peut pas tout savoir, on peut pas être expert en tout. Et en même temps, souvent, il y a des données qui sont noyées, on va dire, dans le bruit, quelque part. C'est comme un signal électronique qui est noyé dans beaucoup de bruit. C'est très difficile de retrouver le signal d'origine. Ben, il y a des tas, des fois, de données, de phénomènes comme ça qui vont avoir énormément de bruit. Prenons un exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple du Covid. Quand il y a eu le Covid, c'est quelque chose qui a été très impactant. Et très vite, on a eu énormément d'informations. On a eu des grands experts qui nous disaient A, il y a des grands experts qui nous disaient le contraire de A. C'est un truc sur lequel il y avait des très forts enjeux politiques, des très forts enjeux financiers, ainsi de suite. C'est-à-dire que
Voilà, pour réussir à avoir un avis objectif là-dessus, c'était extrêmement difficile. Et en plus, je veux dire, la virologie, c'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. Généralement, pour étudier ce domaine-là, on commence par faire médecine, et derrière, on fera des années de recherche. C'est-à-dire, c'est pas en regardant 4 vidéos sur le sujet qu'on va pouvoir être à même d'avoir réellement un jugement vraiment objectif et appuyé sur les virus, leur transmission et tout ça. Et donc, quand on a des choses comme ça, ben, il faut savoir se dire que ça n'empêche pas d'avoir déjà une opinion, d'essayer de se la forger, mais il faut la pondérer très fortement en se disant, voilà, aujourd'hui je pense ça, mais voilà, j'ai énormément d'inconnus là-dessus, et donc, ben voilà, il faut savoir rester humble pour ça. Hein. On ne peut jamais tout savoir. Hein. Je rappelle, la connaissance, c'est un escalier exponentiel. Hein. À chaque fois qu'on monte une marche, on en trouve une encore devant soi qui généralement est plus haute que la précédente. Donc c'est très important quand on a un avis sur quelque chose de aussi le pondérer par rapport à, de façon la plus honnête possible, à se dire bah voilà, quel est mon niveau de connaissance là-dessus. Et après aussi, bah, il y a le côté de l'ego. Reconnaître qu'on s'est trompé, c'est quelque chose qui est jamais très agréable. On a tous plus ou moins un petit peu d'orgueil. C'est-à-dire que si à un moment donné j'ai affirmé un truc, et puis je m'aperçois que je me suis trompé, et je change d'avis, des fois ça peut piquer un petit peu de dire ah bah je me suis trompé et tout. C'est vrai que moi si je fais une vidéo par exemple où je dis un truc et puis voilà dans les commentaires il y a quelqu'un qui me dit bah non tu t'es trompé, c'est l'inverse et tout. C'est vrai que des fois ça pique un peu, hein, ça fait pas très plaisir, mais je me dis toujours bah, je peux m'en prendre qu'à moi. Je vais pas en vouloir au gars qui me fait remarquer que je me suis trompé parce que je m'aperçois qu'il a raison. Et je me dis bah voilà je vais corriger généralement si je peux. Reconnaître mon erreur, mais c'est vrai que des fois, bah, ça chatouille un petit peu l'orgueil. Mais en ce qui me concerne, dire que ne pas écouter le gars, voire supprimer son commentaire, ou continuer à persévérer dans mon erreur, bah, ça me piquerait encore beaucoup plus. Moi, personnellement, j'ai 1000 fois plus de respect pour quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs, que quelqu'un qui sait qu'il s'est trompé, mais qui continue à persister parce que, voilà, par orgueil. Là, pour le coup, c'est-à-dire le gars qui s'est trompé de bonne foi, c'est excusable quelque part. Alors que, voilà, persévérer dans son erreur par orgueil, c'est quand même beaucoup moins cool. Et c'est aussi pour ça que des fois, il faut éviter d'être aussi trop affirmatif. Personnellement, je trouve que les gens qui affirment toujours des trucs comme ça en disant « ouais, ça sera jamais » et tout, bah, des fois, ils y vont un petit peu fort. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un gars qui pourtant est un expert reconnu de l'intelligence artificielle, qui donnait des arguments en disant « voilà, de l'intelligence artificielle, elle peut faire ça, elle ne peut pas faire ça, et ainsi de suite. » Et je veux dire, il disait ça dans l'état actuel des connaissances, mais il affirmait énormément de choses en disant ça fera jamais ci, ça fera jamais ça. Et ça me gêne un petit peu. Parce que, je veux dire, enfin, voilà, si on revient il y a 100 ans ou 200 ans, je suis sûr que on dirait un gars il y a 200 ans, on sait aller dans la Lune, on sait faire ci, on sait faire ça. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui diraient non, c'est pas possible, on fera jamais ça. Voilà. Alors que, faut jamais dire jamais. Pour ça que quand on affirme des choses, on peut toujours dire, bah voilà, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est comme ça. Mais c'est vrai que si on les affirme trop fort et on défend une cause à fond et qu'on s'aperçoit qu'on s'est trompé, ça sera généralement beaucoup plus dur, je veux dire, au niveau de son orgueil, de revenir en arrière. Alors pour finir, il y a des gens des fois qui me disent, ouais, mais c'est impossible de vivre avec le doute parce que bah, c'est vachement confortable. Pas vraiment. En fait, dans la réalité, dans la vraie vie, on est toujours avec le doute. Je peux très bien mourir dans 5 minutes. Voilà, je ne peux pas être sûr à 100% que dans 5 minutes je serai vivant. Il peut arriver une rupture d'anévrisme, un météorite, n'importe quoi. Voilà, donc en fait on a toujours du doute. Maintenant, le fait de pouvoir douter des choses, ça n'empêche pas de les utiliser. Je prends un exemple hyper simple, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, U égale RI, c'est sans doute la formule que les électroniciens utilisent le plus, et a priori on peut considérer qu'elle est vraie. Mais est-ce que je suis sûr à 100% qu'elle est vraie? Est-ce qu'il n'y a pas, dans certains cas, un petit paramètre qui pourrait jouer, qu'en fait, c'est pas U égale RI, c'est U égale RI plus un chouïa, que peut-être un jour, un chercheur trouvera et dira, ah ouais, dans certains trucs, on se déplace à X de la vitesse de la lumière ou dans telles conditions, la loi peut, en fait, voilà, c'était une loi approximative, elle n'est pas complète. Peut-être, j'en sais rien, je dis pas que c'est le cas, honnêtement, j'en sais fichtrement rien. Mais le fait d'avoir quand même un petit doute sur la loi d'Ohm, ça ne m'empêche pas de l'utiliser. C'est-à-dire, moi je sais que je l'utilise depuis que je fais de l'électronique, que c'est toujours révélé exact, que toutes ces prédictions sont bonnes. Ça veut dire qu'au moins dans tous les cas courants, je sais que je peux compter sur elle. Donc le fait de dire que j'en suis pas sûr à 100%, ça ne m'empêche pas du tout de l'utiliser.
Mais ça veut dire que je garde quand même une certaine ouverture d'esprit, et que si un jour, il y a un gars qui arrive à faire une hypothèse comme quoi, ben voilà, ça pourrait être un petit peu différente, ben pourquoi pas. On retrouve ça par exemple avec la loi de la gravitation universelle de Newton, et après Einstein qui quelque part l'a affiné. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'à la base, les lois de Newton, on peut les utiliser et que ça fonctionne. Donc c'est pas gênant d'avoir du doute. C'est-à-dire, ça n'empêche pas d'avancer. Après, si par contre on a trop de doutes, là en effet, on peut dire, est-ce que je vais me lancer sur ce truc-là si je suis quasiment sûr qu'il va se casser la gueule? Et là, je veux dire, c'est plutôt de la prudence. Donc voilà un petit peu des pistes de réflexion pour comprendre un petit peu mieux, je veux dire, la logique de ces vidéos qui sont toujours un petit peu bizarres, tendancieuses, et éventuellement aussi, voilà, pareil, des idées, des suggestions pour essayer justement de savoir si on doit y ajouter ou pas de la crédibilité. Après, bien sûr, ça ne concerne pas toutes les vidéos, parce que, je veux dire, après, il y a des tas de vidéos qui sont là pour le divertissement, il y a des tas de vidéos qui font de la formation, ou comme celle que je fais moi, de la vulgarisation, qui est un petit peu différente. C'est-à-dire, moi, j'essaye de pas attaquer des sujets comme ça qui sont clivants, à controverse. Je veux dire, je montre des vidéos qui parlent de sujets qui, je dirais, sont un petit peu, je veux dire, l'état de la connaissance à un instant T. Alors, ça veut pas dire que tout ce que je vous montre est sûr, est vrai à 100%, mais ça veut dire que, je veux dire, voilà, c'est un petit peu l'état de l'art, comme on peut dire. Voilà, peut-être qu'un jour aussi ça évoluera et qu'il y aura aussi des avancées. Bon. Enfin voilà, vous comprenez bien que ma vidéo d'aujourd'hui, c'était quand même plutôt pour toutes ces vidéos sur des sujets qui sont un petit peu un petit peu age, comme on pourrait dire. Enfin donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser en commentaire justement vos points de vue là-dessus, vos avis. C'est toujours intéressant. Sinon, bah voilà, c'est mon premier jour de vacances et j'ai plein de choses à faire. Je ferai sans doute pas mal de vidéos. Enfin voilà, comme d'habitude, je vous tiendrai au courant de tout ça. Tiens Maurice, alors toi, ça t'a intéressé ma vidéo? Qu'est-ce que t'en as retenu? T'en as retenu que ceux qui ont des certitudes sont des abrutis. T'en es sûr de ça? Oui. Allez, que Pépé, le dieu des probabilités, veille sur vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.